Allez, on passe au second chapitre de ce journal, le Dimanche Magazine, votre rendez-vous préféré. Notre invité nous a rejoint, je vous l'ai dit, c'est Herman Nikwe, l'administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes. Nous nous intéressons aujourd'hui au programme spécial en faveur des jeunes des 6 régions du nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Nikwe, merci encore d'être là. On va tout de suite suivre l'élément vidéo qui arrive, puis on se retrouve. C'est Abou Sanogo qui nous le propose. Le Premier ministre Patrick Achi à Touba, sous-préfecture du département de Téni dans la région de Bunkani, pour le lancement de la deuxième phase du programme social du gouvernement 2022-2024, notamment le début de l'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones sous menace terroriste. C'est un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique intervient au niveau des axes 1. Lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Et 4. Insertion professionnelle des jeunes et services civiques. Ce programme, dont le coût global est de 8 602 216 030 francs CFA, dont 1 815 466 030 francs CFA apportés par la France à travers le CDD, permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion à 19 812 jeunes répartis comme suit. Nous avons 1800 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 3350 jeunes qui vont bénéficier de la formation de reconversion ou d'apprentissage ou de permis de conduire. 6362 jeunes bénéficieront d'un financement pour les activités génératrices de revenus et des micro et petites entreprises. Enfin, 300 jeunes volontaires communautaires. Patrick Achi s'est félicité du lancement de ce programme social qui est une réponse du gouvernement à la menace terroriste. Le PS-Gouv 2 dépasse largement l'ambition du premier programme social du gouvernement et veut faire de l'insertion scolaire, sociale et économique de la jeunesse sa pierre angulaire et sa raison d'être. Ces actes que nous posons vont permettre aujourd'hui et dans les mois qui suivent à tous ces jeunes et à toutes ces femmes de se construire un bien-être et une vie décente en ayant accès aux biens sociaux de base et à une insertion professionnelle durable. Notons qu'au titre de l'axe 1, ce sont 42 801 jeunes qui bénéficieront des programmes d'insertion de 2022 à 2024. En outre, 2000 volontaires seront mobilisés et déployés dans les régions de Bunkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué et du Denguélé afin d'apporter du soutien aux populations dans divers domaines. Au titre de l'axe 4, sur la composante insertion professionnelle, ce sont 494 856 jeunes qui bénéficieront des programmes d'insertion sur la période 2022-2024. La sous-composante service civique impactera sur cette même période 109 098 bénéficiaires, plus la construction de 12 centres de services civiques. Merci à Ulrich Adongon et Abou Sanogo. Monsieur Nikwe, d'entrée de jeu, définissez-nous le PS-Gouv 2. Que dit le programme sur le plan national? Alors, le PS-Gouv 2, qui couvre la période de 2022 à 2024, est un programme ambitieux qui a 5 axes. L'axe 1, c'est la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières. L'axe 2, éducation-formation. L'axe 3, amélioration des conditions de vie des ménages. L'axe 4, insertion professionnelle et services civiques. Et l'axe 5, renforcement de la solidarité envers les populations vulnérables. C'est un budget de plus de 3 182 milliards qui est mobilisé ainsi pour ce PS-Gouv 2. Et le lancement de l'axe 1 de ce programme a été fait récemment dans la région nord, à Touba, en présence bien sûr du Premier ministre. Que dit cet axe 1 concrètement? Alors l'axe 1 porte, comme je l'ai indiqué, sur la lutte contre la vulnérabilité dans les zones frontalières. Il faut expliquer le contexte. Vous savez bien que l'État consent déjà des efforts significatifs sur le plan sécuritaire pour pouvoir donc prémunir nos populations de ces régions contre les risques d'attaques djihadistes. Il fallait donc en plus de cela une réponse sociale. Insister sur l'insertion professionnelle, insister sur la cohésion sociale à travers des programmes qui permettront donc de créer des emplois
pour les jeunes dans ces localités. Mais pourquoi spécifiquement le Nord? Pourquoi cette focalisation sur le Nord? Il n'y a pas que cette zone qui est, cet espace de notre pays qui est enclin au terrorisme, non? Oui, il faut comprendre que déjà, il faut s'inscrire dans l'actualité et dans l'urgence. Dans l'urgence, on voit bien que ces zones ont fait l'objet d'attaques et de tentatives d'attaque. Mais il faut comprendre aussi que l'axe 4 du PS Gouv 2, qui porte donc sur l'insertion professionnelle, a vocation à toucher tout le territoire et toutes les autres régions. Elles seront donc toutes servies. Alors, on revient à l'axe 1. En quoi va-t-il consister exactement? Alors, très bien. Il faut comprendre déjà que nous avons mobilisé un certain nombre de dispositifs d'insertion pour les jeunes dans ces régions. Ces dispositifs, c'est tout ce qui concerne les formations, formations de reconversion, requalification, les formations par apprentissage. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des besoins de formation sur certains métiers dans ces zones, tels que la réparation des pompes hydrauliques, les métiers de soudure, de carrelage. On a ce programme de permis de conduire qui permettra donc à des jeunes de s'auto-employer, parce qu'après, il y a un accompagnement vers l'acquisition d'engins, mais également d'être formés au permis de conduire et de pouvoir donc travailler dans ces mines ou bien dans ces sociétés de transport localement. On a un vaste programme de stage qui permettra donc à des jeunes de bénéficier, ceux qui sont diplômés et qui ont besoin donc d'avoir de l'expérience professionnelle à travers les stages de qualification, mais également les stages de validation de diplômes pour les jeunes de la région. On a un vaste programme d'entrepreneuriat sur le financement donc de projets pour des jeunes. On a différents segments, des projets de 100 000 à 1 million dans le cadre de l'opération Agir pour des jeunes, des projets de 1 million à 5 millions, ce qu'on appelle les micro et petites entreprises. Et là, il y a eu une convention de partenariat entre notre ministère, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Donc, au terme de cette convention, il s'agit donc de faire de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, 100 millions seront donc déposés dans des comptes auprès donc de partenaires financiers localement, et tout un mécanisme d'identification, de sélection et d'accompagnement permettront donc à des jeunes de bénéficier de financements compris entre 1 million et 5 millions. Monsieur Nikwe, ce n'est pas tout. Allez-y. Il y a également les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Là, il s'agit donc de mettre des jeunes sur l'entretien d'ouvrages publics durant 6 mois, et ces jeunes-là bénéficient d'un pécule de 55 000 francs par mois. Il y a le programme de volontariat qui a été énoncé tout à l'heure dans l'élément qui est passé, où il y a 300 jeunes qui sont déjà en activité. Et enfin, il y a le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel de FASI, qui permettra donc d'accorder des subventions de 250 000 à 8 000 acteurs du secteur informel de ces régions. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais Monsieur Nikwe, est-ce qu'il y a eu des études pour démontrer justement que le problème, c'est effectivement un manque d'activité pour les jeunes? Alors, vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Effectivement, on a posé un diagnostic. Donc, l'Office du service national, du service civique national, a réalisé donc une étude diagnostique dans la zone. Et ce qui ressort de cette étude diagnostique, c'est que premièrement, les jeunes sont oisifs. Deuxièmement, beaucoup de jeunes ont abandonné leur activité. Vous savez que l'une des stratégies des terroristes, c'est justement d'identifier les pôles de vulnérabilité. Et un des points sur lesquels ils s'appuient, ce sont les jeunes désœuvrés, les jeunes à qui on va faire miroiter pour 500 000 une moto ou bien un tricycle et faire changer de camp à ces jeunes. Voici pourquoi pour nous, il est extrêmement important, en plus de l'action sécuritaire, d'apporter donc une action sur le plan socio-économique. Ce qui permettra donc d'avoir une intervention globale auprès de ces populations, leur redonner espoir, leur redonner confiance dans l'intervention de l'État. Alors, un petit cas pratique, je suis jeune, je vis dans le Folon, une des 6 régions qui sont concernées par le programme. Comment j'adhère à ce programme, justement? Comment je fais pour être pris en compte? Très bien, ça me permet de parler de la gouvernance de ce programme, élément extrêmement important. Alors, il y a certains comités de pilotage qui est central, mais dans chacune de ces régions, il a été mis en place des équipes projets locales qui sont composées de plusieurs acteurs, parce qu'on a compris que la réussite d'un tel dispositif nécessite l'implication de tous. Donc, l'équipe projet local est présidée par le préfet de région. À l'intérieur, nous avons les représentants des forces de défense et de sécurité. Nous avons les représentants des jeunes, les représentants des mairies, du conseil régional, des mutuelles de développement et des ministères sectoriels. Tout jeune, donc, qui veut participer à ce programme a le choix
de se rendre dans une de nos représentations régionales, l'Agence Emploi Jeunes, ses guichets emploi, au niveau des directions régionales et départementales du ministère de la Jeunesse. Ils peuvent se rendre également dans chacune des mairies où il y a des points focaux qui sont représentés, dans chacune des sous-préfectures, parce que le projet descend jusqu'à l'échelle sous-préfectorale pour pouvoir faire acte de candidature. Alors, l'idée pour ces équipes projet local et vraiment l'intérêt de leur mise en place, c'est d'identifier les pôles de vulnérabilité pour qu'on puisse toucher vraiment les régions du pays où le besoin se fait sentir, mais identifier surtout les jeunes qui sont les plus éligibles, les plus vulnérables et qu'on doit accompagner. Alors, de façon globale, c'est 42 000 jeunes qui seront pris en compte, mais pour la première phase, ils seront 19 000. Est-ce que ce n'est pas peu, M. Nikwe, quand on sait que dans le Nord, c'est des millions et des millions de jeunes qui... Oui, c'est une question intéressante. Alors, pour le programme spécial, on a plus de 19 000. Sur le PS Gouv, 42 000. Globalement, on est autour de 62 000 jeunes qui seront pris en charge pour plus de 23 milliards. Mais vous savez que la création d'emplois est un processus. Lorsque vous financez des projets dans une zone, vous commencez à créer un circuit économique. Vous commencez à développer une dynamique économique qui elle-même va générer ensuite d'autres opportunités. Et vous attendez combien d'emplois induits alors à partir de cela? Alors il faut compter, les statisticiens et puis nos spécialistes vont faire des études, mais déjà, ce qu'on ressort, c'est entre 3 et 10 emplois lorsqu'on finance un projet. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas qu'en plus des interventions directes sur l'emploi, il y a tout ce qui va concerner le service civique, la prise en charge des jeunes dans les centres de service civique et ensuite leur accompagnement, ces jeunes-là, donc, à travers une insertion beaucoup plus durable. C'est quoi le budget de tout ça? Combien va coûter cet axe 1 et surtout le programme dans sa globalité? Alors, déjà, comme je l'ai indiqué, l'intervention dans cette première phase, c'est 19 812 jeunes qui sont pris en charge pour 6,8 milliards. Dans le cadre du PS Gouv 2, c'est 42 801 jeunes qui sont pris en charge pour 23 milliards. Donc, globalement, on a 30,7 milliards affectés donc à cette opération. D'accord. Comment vous définissez que tel est plus vulnérable que tel autre dans une zone pour que celui-ci bénéficie et pas moi? Je suis avec M. Anassé, on est là et on choisit Anassé et pas moi, et sous le prétexte que lui serait plus vulnérable que moi. Sur quelle base? Alors, fort heureusement, la décision ne nous revient pas. Voici pourquoi on a mis en place des équipes projets locales dans lesquelles on retrouve toutes les chefs de communauté. C'est cela, les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs de canton, les sous-préfets. Donc, c'est le recoupement d'informations localement qui permettra d'identifier. Et c'est très important de le mentionner parce qu'après, il y a un suivi. Et ces mêmes acteurs sont aussi impliqués dans le suivi. D'accord. Jeunes en situation de vulnérabilité, il faut le dire, c'est différent de jeunes, d'enfants en conflit avec la loi? Oui, ils sont tous en situation de vulnérabilité. D'accord. Sauf que lorsqu'on prend le service civique national, nous, on intervient en termes de prévention. Voilà, pour des jeunes âgés de 18 à 35 ans, oui. Nos actions, c'est d'empêcher ces jeunes-là de passer à l'acte. D'accord. Ça diffère donc des activités de la CCSR, la cellule de coordination et de suivi de la réinsertion, qui, elle, s'occupe des enfants dits microbes. On n'aime pas trop ce genre de terme parce que ça stigmatise les jeunes. Ça stigmatise. On dirait plutôt des jeunes en situation de vulnérabilité. En conflit avec la loi aussi. Voilà. Donc la différence, c'est que ces jeunes-là, pour la plupart, sont déjà passés à l'acte. D'accord. Voilà. Alors que nous, on intervient pour prévenir cela et surtout pour resocialiser ces jeunes et leur permettre de mener des activités qui soient dignes. Eux s'occupent des enfants de 9 à 25 ans, il faut le préciser. Il y a certaines localités qui abritent des déplacés en provenance de pays frontaliers, notamment Togo et tout ça, en proie donc pour quelques-uns au djihadisme, ces pays d'où ils viennent. Mais comment on peut être sûr qu'il n'y a pas de terroristes déguisés parmi eux? Comment vous faites pour le savoir? Alors tout repose sur les communautés. Les communautés, ils se connaissent localement. Voici pourquoi les actions ne sont pas uniquement que des actions de création d'emplois, mais il y a toute une dynamique communautaire. Voici pourquoi on a des volontaires communautaires qui font de l'intermédiation auprès des populations. Ces informations, les populations les détiennent. Elles savent les donner aux forces de défense et de sécurité. Voici pourquoi aujourd'hui, il faut rétablir l'espoir, il faut rétablir la confiance. Et quelles sont vos actions concrètes sur le terrain, justement? Alors déjà, ce sont des actions de sensibilisation et de communication.
Voilà, déjà porter l'information au plus proche des populations pour leur dire l'État est présent avec des initiatives concrètes. Et ces initiatives-là, on en profite en toute transparence. Vous avez évoqué tout à l'heure des formations par apprentissage. À qui s'adressent ces formations concrètement? Combien de temps elles durent et quels sont les thèmes que vous abordez? Ils sont formés à quoi? Alors, très bien. Déjà, il faut noter que l'identification des thèmes de formation a résulté donc de consultations avec les élus, mais également d'analyse des besoins de formation auprès des jeunes et en tenant compte de la dynamique économique. Vous savez, par exemple, que dans la zone, il y a plus de 300 pompes hydrauliques qui sont fonctionnelles ou bien qui sont donc défectueuses, pour lesquelles il faut un entretien. C'est un besoin. Mais former des jeunes sur ces pompes, c'est déjà en même temps leur donner un métier et donc les suivre. Donc il y aura la formation sur la réparation de pompes hydrauliques, il y aura la formation sur la soudure, la mécanique moto. Là-bas, on a beaucoup d'engins à 2 roues, les tricycles, etc. On aura la formation sur le carrelage. Figurez-vous, par exemple, que là-bas, pour trouver des ouvriers spécialisés pour faire du carrelage, il faut les faire venir d'Abidjan. Il y a un fort besoin, et donc c'est l'ensemble de ces formations qui durent de 6 mois à 12 mois, avec un volet théorique qui représente 25% et 75% qui sont faits auprès de maîtres artisans. Et ils sont financés après leur formation? Oui, absolument. Donc, l'accompagnement après formation est extrêmement important. Voici pourquoi on permettra donc à des jeunes qui veulent donc continuer sur le volet de l'emploi salarié de le faire auprès d'entreprises ou bien d'artisans, mais également ceux qui veulent se mettre en groupe pour voir le financement de leurs projets peuvent donc obtenir des financements grâce à notre plateforme de financement. Et le service après-vente, vous l'avez dit, hein, ça existe, le suivi? Absolument, c'est un des critères de réussite de cette opération. Un suivi localisé à travers l'équipe projet local qui va descendre, comme je l'ai dit, jusqu'à un niveau de village, mais un suivi aussi centralisé depuis Abidjan et sur l'ensemble de ces régions. Merci. Je voudrais donc, si vous me le permettez, achever mon propos en disant que la réussite de cette opération nécessite l'implication de chacun des acteurs. Et je voudrais rappeler que l'ensemble des opérations menées par l'Agence Emploi Jeunes et notre ministère sont totalement gratuites et transparentes. Merci, M. Nikwe. Herman Nikwe, administrateur adjoint de l'Agence Emploi Jeunes, chef de projet, coordonnateur du programme. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venus nous parler de l'axe 1 du PS Gouv2, ce programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Merci encore à vous. Bon courage, bon retour chez vous et bien de choses au ministre Touré. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de choisir le meilleur. Je reviens chez vous mercredi. D'ici là, portez-vous.